Bonjour à tous et toutes, il sera question dans cette vidéo de la tour de contrôle infernal, écrit par Eric et Ramsey, interprété par Eric et Ramsey et réalisé par Eric Judor, la suite de la tour Montparnasse infernale qui était sortie en 2001, qui est devenue presque culte parce que beaucoup des répliques du film ont pas mal survécu au film lui-même. Et cette fois-ci, le film se concentre sur les parents des laveurs de carreaux du premier film, comment est-ce que eux sont devenus cons et comment a priori ça a influencé la lignée, et les prend au moment où ils sont au plein milieu d'une prise d'otage de l'aéroport d'Orly de Paris, et ils doivent s'en sortir au milieu de ces événements qu'ils ne maîtrisent pas, comme plus tard leurs enfants ne maîtriseront pas les événements, etc. Tout ça bien sûr parodique de Die Hard. Et c'est pas le maximum que ça aurait pu être. En fait, c'est tout con, mais les sketchs visuels sont très réussis et tous les dialogues sont passables. Pas mauvais, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont bons et qui arrivent à nous apprendre et à faire rire, mais plutôt passables. C'est-à-dire que, alors ça c'était pour un avis un peu général, pour rentrer dans le détail, les dialogues sont souvent très convenus, c'est-à-dire que c'est le style d'humour qui est fait dans les dialogues, quand c'est vraiment de l'humour de dialogue, c'est-à-dire comment est-ce que les personnages se parlent entre eux, comment est-ce qu'ils se considèrent, comment est-ce que la conversation évolue, tout ça est très 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 cliché, pas vraiment renouvelé et pas vraiment intéressant dans la façon dont c'est fait ici. Alors là je parle vraiment pour les personnages en général, des problèmes de dialogue entre les personnages joués par Eric et Ramsey. Le vrai souci, c'est, alors si vous connaissez Eric et Ramsey, vous connaissez sans doute le sketch le sketch où ils sont en train d'expliquer des mots. Vous savez, le petit chat, tout le bordel. Vous connaissez. Et en gros, presque tous les dialogues de ce film entre ces deux personnages-là, entre les deux personnages joués par Eric et Ramsey, sont ce sketch. Ça donne presque l'impression que ce film, c'est ce sketch étalé sur 1h45 ou étiré sur 1h45, ce qui est pas suffisant. Dans le premier, il y avait aussi beaucoup cet humour con du dialogue, cette façon de se parler entre eux, très absurde et un peu comme des enfants. Mais là, c'est poussé à un niveau qui fait que ça donne presque l'impression que c'est pour gagner du temps en fait, que le film a l'impression de pas avoir assez de scènes, et du coup ils se disent en gagnant du temps, on va faire traîner toutes les scènes de discussion entre les deux personnages, parce qu'à chaque fois ils vont partir dans plein de petits jeux. Je pense même qu'il y a beaucoup d'improvisation dans ces phases de dialogue entre les deux personnages qui ont été ensuite gardées au montage. Parce que il y en a vraiment trop, beaucoup trop. Ce qui est emmerdant, c'est que ça gêne le rythme. C'est ça qui est con, parce que à la limite, qu'il y ait trop de ces sketchs-là, on s'en fout, ça pourrait juste être ce sketch-là, et j'aime pas ce sketch-là, mais ça casse le rythme, parce que le film avance plutôt bien. Généralement, quand il y a des scènes d'action, ou des scènes en tout cas où les événements avancent, tout ça s'enchaîne assez rapidement, assez bien, et avec beaucoup de rythme et d'humour. Évidemment, c'est une comédie. Mais quand ces scènes-là arrivent, du coup, on a d'un seul coup une cassure dans l'action, ça devient tout mou, ça bouge pas trop, sachant que les personnages eux-mêmes bougent pas beaucoup. Contrairement encore une fois au premier film où ils arrêtaient pas de changer de décor et d'emplacement, là il reste toujours 2-3 scènes dans le même décor. Donc tout ça donne vraiment un aspect de halte du film, et on a l'impression que on attend la scène avec les deux crétins en attendant que l'histoire reprenne. Ce qui devrait pas être ce qu'on se dit devant ce film-là. On devrait apprécier de voir ces deux crétins et se dire que ça fait partie du reste. Là, du coup, il y a vraiment un côté où ils sont presque lassants, tellement ils sont présents à se chamailler bêtement avec des dialogues qui s'éternisent pendant des heures. Et vraiment, c'est au niveau du rythme que c'est mauvais, parce que pour le reste, la réalisation d'Eric Judor est plutôt bonne, assez audacieuse. Il y a des plans qui sont très jolis. Il y a un plan, un mouvement de grue quand les terroristes et les moustachios. Il y a pas mal de trucs qui me font rire quand même dans ce film, et le nom des terroristes, enfin, en particulier la parodie des Anonymous en moustachios, qui me font beaucoup rire. Mais donc il y a un moment où ils gazent Orly, et du coup tous les passagers et toutes les personnes présentes s'endorment. Et il y a un très beau plan où la caméra monte et se met à filmer tous les corps qui sont étalés par terre, avec beaucoup de figurants, beaucoup d'accessoires, beaucoup de machins. Donc tout le plan comme ça prend beaucoup d'espace. D'ailleurs, petite astuce, mais c'est un des rares films français tournés avec beaucoup de focales courtes. Je suis en train de remarquer ça en ce moment, mais les films français savent pas tourner autrement qu'en focale normale. Ils vont jamais en dessous du 50 mm, et rarement au-delà non plus. Et du coup, tout ça donne un bon sentiment de grandiose, un sentiment de grand, pas de grand film, de film qui a de la gueule. Parce qu'on peut pas se baisser un grand film non plus, mais un film qui a de la gueule. C'est vraiment l'impression que ça donne, qui était déjà un petit peu présente dans La Tour Infernale de base. Donc il fait du bon travail. Le plan dans ils sont bagagistes du coup les personnages, et le plan dans le centre de tri des bagages
sont magnifiques. Enfin, les plans sont magnifiques. C'est la première version. Il y aura 2 versions de ce décor. Vous saurez pourquoi si vous allez voir le film. La première version fait très Terry Gilliam. La deuxième fait très onirique. C'est presque poétique comme plan dans le film. Donc c'est marrant de voir à quel point Eric Judor c'est d'un seul coup orienté vachement sur le visuel, plus que sur le reste. Depuis qu'il a fait sa série Platane, apparemment, il maîtrise très très bien cette mise en scène-là, et l'humour du film dénote de ça. C'est-à-dire que beaucoup, on sent qu'il a vu son film plutôt qu'ils ont, parce qu'ils sont 2 quand même, mais qu'ils ont vu leur film plutôt que de voir des sketchs. C'est-à-dire que les personnages sont toujours très conscients de ce qui les entoure, sont toujours très conscients de l'habillage du film, parce qu'il y a beaucoup de titres, de synthés, de choses dans ce genre-là, et les personnages vont toujours en être conscients, vont toujours en parler, vont toujours avoir des échanges là-dessus. Donc on sent qu'il y a une façon d'écrire le film qui est différente. Peut-être pas, du coup, celle qui était nécessaire pour que cette suite soit réussie. Peut-être qu'il aurait mieux valu justement retourner à des trucs très très écrits. Enfin, ils viennent quand même du stand-up tous les deux, donc ils sont quand même plutôt bons pour écrire des textes en principe. Donc c'est pour ça que ça me surprend que ce soit au niveau des dialogues que le film soit le plus mou en fait, que le film pêche le plus. C'est marrant du coup de voir tous ces changements parce que contrairement au premier, donc ils ont changé de réalisateur, et je pense que dans le premier film, l'autre réalisateur, Charles Nemes, je crois, et je dis ça vraiment très vaguement après avoir vu quelques notes vite fait, il me semble que c'est ça, devait les canaliser, devait les contenir. Ce que là, ils n'ont pas du tout. C'est Eric Judor derrière la caméra qui filme Eric et Ramsey. Évidemment que s'ils commencent à faire des délires, s'ils commencent à se chamailler, s'ils commencent à improviser sur du texte, il va demander à personne de couper. Il va rester dans le truc puisqu'il est dedans. C'est son kiff. Et je pense qu'un regard extérieur est nécessaire justement à un moment pour dire, écoutez, là, je crois qu'on est en train de perdre du temps, qu'on va casser le rythme du film et qu'il faudrait que vous arrêtiez, en fait, là, de pas respecter votre texte dans cette scène-là. Parce que on bouffe du temps pour d'autres sketchs et en même temps on ralentit les autres, donc on descend l'impact on baisse l'impact des autres sketchs. Donc voilà, je pense que c'est le fait qu'Eric soit derrière la caméra change beaucoup à ce film-là. Un truc qui est marrant, mais que je trouve beaucoup plus tenu sur la structure du film que sur le visuel, ce qui semble être le plan de départ, il y a un hommage très Tarantino. Tarantinesque, si on doit inventer un hommage à la Tarantino, le film en fait est présenté comme un film Grindhouse, c'est un film qui se passe dans les années 80. Donc il joue sur ce côté rétro, le fait d'utiliser des vieux appareils, des vieux accessoires, des vieilles technologies, des choses de ce genre-là, mais aussi sur ce côté Grindhouse et films un peu nanar, un peu débiles, dont Tarantino s'est inspiré pour faire ses films à lui. Le film commence avec les petits craquements de vinyle, de craquements de la bande son, de la pellicule très abîmée, un truc dans ce genre-là, qui démarre, et il y a pas mal de synthés. Le film est découpé en chapitres, par exemple. C'est comme un Kill Bill ou comme tous les films de Tarantino, il est découpé en chapitres 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on sent qu'il y a eu une inspiration Tarantino, mais qui a été perdue quelque part, et qui n'est plus présente que dans ces panneaux de texte-là. Donc c'est un peu emmerdant, c'est quand même un peu dommage. Peut-être, cela dit, il y a des choix de musique très étranges dans ce film. Il y a des moments où les musiques commencent et on sait pas pourquoi. Je sais pas ce qu'elles sont censées symboliser, je sais pas, peut-être qu'elles font référence à d'autres films ou des références à d'autres trucs, mais j'ai eu des moments très étranges avec la bande son, enfin où j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Reste que je suis embêté de dire beaucoup de mal du film parce que je le trouve pas mauvais. Il est bien, mais pas assez abouti. Il y a beaucoup de sketchs qui m'ont fait rire, il y a beaucoup de sketchs que j'ai trouvé très drôles, il y a beaucoup de moments où j'ai vraiment éclaté de rire dans la salle. La salle a pas beaucoup rigolé, mais elle était un peu vide. Mais je trouve que ça marche plutôt bien dans la majeure partie des cas. Les réactions des personnages, alors, juste avant qu'ils deviennent débiles, par exemple, là m'a beaucoup fait rire. Et il y a un running gag sur quand ils mettent des synthés sur les lieux. Je vais peut-être vous spoiler le gag. C'est lié aux avions, ça se passe dans un aéroport. Et vous verrez, tous les synthés ont un truc très lié au voyage en avion, mais qui du coup revient dans tout le film au lieu de se résumer à l'aéroport, et c'est assez marrant de mettre cette astuce-là. J'ai l'impression que c'est un truc très Canal+, de faire de l'humour sur les synthés. Parce que Cad et Olivier faisaient beaucoup ça aussi dans leurs films, c'est de jouer avec les mots qui sont marqués, genre eux ils mettaient lundi au lieu de lundi, pour faire les sous-titres en franglais. Donc il y a plein de choses comme ça sur ce genre de choses, j'aime bien cet humour-là, j'aime bien ces choses-là, mais c'est vrai qu'au final, on sort du film en se disant bon bah ça a un peu ramé pendant une partie du film. Ah oui, si pardon, ils sont souvent doués, Rick et Ramsey, pour faire encore une fois c'est du sketch visuel, mais des sketchs à effets spéciaux. Ils font partie des rares comiques à travailler sur des sketchs qu'ils pourraient pas faire en réel,
et ils profitent justement du cinéma pour faire des sketchs à effets spéciaux, des sketchs un peu plus compliqués. Dans la tour en Passe Infernale, c'était la scène où il faisait du bullet time, où Eric se faisait tirer dessus, il se mettait à éviter les balles en bullet time. Là, dans celle-ci, il y en a une autre qui est très bien trouvée parce que on la voit jamais venir. Elle est préparée depuis 3-4 scènes. C'est lié à Ramsey, si vous allez voir. Et quand elle arrive, vraiment, on se rappelait tellement plus, on peut tellement pas faire le rapprochement entre les deux comme ça, juste visuellement, que dès qu'on a le rapprochement, on se dit, oh la vache, ah oui, vous avez été la chercher loin, celle-là, mais elle est bien trouvée, quoi. Donc c'est ça, il y a vraiment des bonnes idées dans ce film, c'est dommage, il est un peu gâché par ce fait de traîner en longueur dans certains dialogues. Voilà, c'est donc pas le film de la semaine, je vous encouragerai pas à fond à y aller, je considère pas que ça puisse être un chef-d'œuvre ou que ça puisse finir par devenir culte. C'est pas au niveau du premier film, il aurait mieux valu attendre un petit peu, peut-être retravailler le texte et attendre un petit peu que ça se fasse. Apparemment, Eric a eu beaucoup de mal à trouver du financement pour le film. Et à la base parce que les gens dans les studios n'arrivaient pas à comprendre les sketchs, qui étaient très visuels. Mais je me dis aussi que peut-être que le scénario leur paraissait pas très bon au niveau du texte. C'est aussi pour ça qu'ils étaient très réticents à l'idée de donner du fric dans le film, parce qu'ils se sont dit bon bah les sketchs visuels on les comprend pas et les sketchs écrits ils font pas rire. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce film? Donc voilà, c'est pas une grande réussite. C'est pas un navet, c'est pas un énorme nanar, mais c'est pas une grande réussite. C'est moyen. C'est, on va dire, D+. Un truc dans ce genre-là. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!